Et salut les amis, aujourd'hui je vous emmène sous la coque de Esta pour vous faire visiter toute la faune et la flore qui s'est développée sous l'eau. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Moi je vais en profiter pour gratter la coque parce que le départ s'annonce imminent. A priori on partira dans 3-4 semaines pour amener le bateau de Haroué à Taravao. Et en parallèle de ça, comme il n'y a pas de son sur la vidéo immergée, et ben, je vais vous mettre un petit récit de la part de Henri et de Mireille, qui sont les anciens propriétaires du bateau et qui l'ont construit de leurs mains. Vous allez voir, c'est assez émouvant comme récit, donc n'hésitez pas à regarder les petits poissons et à écouter ça. Allez, à toutes! Et c'est parti! Oui, donc là, on avait donc un petit sangria, et puis on naviguait à trois, notre fils et puis nous deux. Et au bout de quelques années, on a trouvé que c'était un peu petit, qu'il y avait trop de monde en Bretagne, dans la Manche. Et puis on a dit, bon, on va essayer d'économiser, on va vendre le bateau, on va essayer d'économiser, et puis on va acheter un bateau un peu plus grand. Donc on avait jeté notre dévolu sur un bateau genre karaté. Ouais, d'accord. Donc comme on avait un saké de la CNSO, qu'on connaissait bien, ça nous convenait. Donc on commence à regarder, et puis on fait notre financement. Et pour le moment d'aboutir, quand on a voulu acheter le bateau, c'était plus du tout les mêmes prix. Donc on n'avait plus du tout assez d'argent. Ah, qu'est-ce qui avait changé? C'est passé les prix, la valeur, donc on n'avait plus d'argent suffisamment d'argent pour acheter un bateau plus grand. D'accord. Donc on s'est décidé, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter une coque pontée, on va faire une coque pontée chez Boréal, Alain Esther. Boréal? Oui, Alain Esther. Ouais. Et donc, et puis on en est resté là, donc on a économisé pendant 2 ans. Puis au moment où on avait l'argent pour faire construire cette coque pontée, le prix il avait encore doublé. Décidément, c'était pas de chance. On n'avait pas de chance. Et on avait déjà mis notre dévolu sur Un Petit Prince. On avait déjà étudié Le Petit Prince, donc bon, et je dis bon on va acheter les plans, on va voir. Donc on a acheté les plans d'un Petit Prince, et puis quand on a voulu le faire construire, on n'avait plus l'argent, pas assez d'argent. Donc on avait les plans, j'ai dit bon on va voir. Donc un soir, j'ai mis tous les plans au mur dans la salle de séjour. Et les nuits où j'avais des crises d'insomnie, je me levais, puis je regardais les plans. Je regardais, j'étudiais, je passais d'un plan à un autre, et ça c'est ça, ça il va falloir faire comme ça ceci, ça cela. Ouais. Pendant presque un mois. Oh oui. Et à la fin, j'ai dit, c'est bon, je peux construire le bateau. Il n'y a qu'une seule chose qui me manquait, c'était apprendre à souder. Ok. Et par contre, je savais lire les plans en 3 dimensions. Donc je savais, j'ai eu des enseignants de tout premier ordre à l'école primaire qui m'ont appris plus que le certificat d'études. Donc je savais calculer, je savais lire les plans, je savais... donc j'avais tout. Et j'avais un CAP d'électricien. Et là en plus, avant de passer mon CAP d'électricien, j'ai fait menuisier, charpentier, plombier, peintre. Donc j'étais passé par différents corps de métier. Mais il me manquait la soudure. Et là j'ai dit, je vais apprendre à souder. D'abord, il a fallu qu'on achète un poste à souder. Donc ça c'était, juste pour nous remettre un peu dans le contexte, c'était à quelle époque? Et ça c'était en 80. 87. 87. 87, ok. Et donc on a acheté une machine à bois, qu'on a toujours, 6 fonctions, une Lurem. Une Lurem à cette époque-là, c'était la Rolls-Royce des machines à bois.
Donc avec un plateau en fonte. Donc on a acheté la machine à bois. On a acheté le poste à soudure. Un poste à soudure, le représentant est venu un dimanche en costard pour me faire les démonstrations du poste à soudure. Ah ouais. Les bouteilles acétylène. Oui, le poste à soudure, il faisait ça de large. Ah ouais. Il était haut comme ça. C'est balèze. Et je soudais de la 6 en continu. Ouais. Oui, parce que pour souder la semelle de quille, Ouais. hein, c'est du vin, et puis c'est chanfreiné sur 20 cm. Ouais, ouais, ouais. Donc après, il faut remplir. Donc j'ai appris à souder. Puis tu as trouvé quelqu'un qui pouvait t'aider. Et puis j'ai trouvé tout un tas de personnes qui pouvaient m'aider. T'aider à souder. Bien souder, oui. Le voisin Et notre fils, et notre fils, oui. il a appris à souder Ok. à 13 ans. Oh là là. Ouais. Donc on a commencé le chantier en 88 et on a mis 10 ans. Et 10 ans pour construire un bateau comme ça, c'est le temps normal que met des constructeurs amateurs. Parce qu'on faisait que ça Mais nous, on ne faisait pas le que ça. week-end. Ouais, on avait Les vacances, notre c'était... travail, oui, on avait notre travail. Il fallait travailler double. Donc mon épouse, elle était enseignante. Et moi, j'étais éducateur sportif et gestionnaire au service des sports à Blois. En plus, je donnais des cours de navigation comment ça s'appelle L'UFOLEP. à l'UFOLEP, c'est-à-dire Fédération des œuvres laïques. oui. Donc je continuais, puis je continuais toujours à prendre des cours. Donc j'ai appris à faire des voiles, à concevoir les voiles. J'ai appris ce que c'était que le sextant, la météo. Donc tout ça, je faisais tous mes stages à l'ENV. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient pro-marins, d'une grande valeur, et qui m'ont aidé. Le petit père d'Orion, j'allais chez lui presque tous les soirs, il m'a fait de ces trucs. Ah, c'est le moment de les remercier là, peut-être qu'ils verront il ça. Il est décédé, mais Paoletti, le chaudronnier qui m'a fait des pièces exceptionnelles pour le bateau. Ouais. Ah, c'est fou. Les gens qui t'ont prêté du matériel aussi. Oui. Puis il y a une entreprise, BSAI, qui m'a prêté pendant 2 ans un découpeur au plasma. C'est pas rien. Hein. Donc il me fallait quand même des bouteilles acétylène. Je ne savais pas ce que c'était que l'acétylène, donc je l'avais déjà prête. Et alors, quelle était ta place, Mireille, dans toute cette aventure? Moi, déboucher les bouteilles quand les gens venaient me voir. Non, je faisais toutes les courses, je me débrouillais de tout et je m'occupais de notre fils, qu'il fallait bien. C'était moi qui l'emmenais en compète d'équitation quand Henri travaillait sur le bateau. Et si tu veux, j'ai fait toute la partie matérielle, quoi. Et quand j'avais besoin de quelque chose de Des fois, particulier, j'étais presque au lit, il me disait « Allez, il faut que tu ailles me chercher ci, me chercher ça ». Donc, allez, pouf, je prenais la voiture, je me débrouillais. Ça ne devait pas être simple tous les jours. Ah non. Non. Oh, Et tu donc, sais, il a fallu s'accrocher. Donc, au bout de 4 ans, mes parents étaient contre nous. Hein. Mon papa, ma maman disait ils sont complètement fous. Mon père disait il est fou. Et puis au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, il dit ben mon vieux, ce qu'on l'a, il va y arriver. Il faut maintenant que tu te donnes les moyens. Donc les moyens, j'ai donné des cours particuliers, je m'habillais au marché, j'arrivais à tout gérer le truc financier, tu vois. C'était dur. Et le vendredi, une fois par mois, on commandait du matériel à l'unité amateur. Dès que les cours étaient finis, on embarquait le gamin. Dès que ces cours aussi étaient finis, on embarquait le gamin. On partait là-bas à plaisir. On avait 2 heures pour y aller et charger. Ah ouais. On rentrait, après il y avait les cours à préparer, on faisait Quelle histoire de fou quand même. Oui, une histoire de fou. Est-ce que vous recommanderiez ça pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Je dirais, si vous avez envie de le faire, donnez-vous les moyens, mais allez jusqu'au bout. Ouais. Et toi, tu étais sûr d'aller jusqu'au bout? Moi, j'étais sûr d'aller jusqu'au bout.
Donc alors, vous avez fini la construction en 98 alors? Oui. En 98, et on l'a mis à l'eau. On l'a mis à l'eau. On l'a mis à l'eau 2 ans avant quand même. C'est en 98. En 98, à Saint-Nazaire. Ah ouais. Il est parti en convoi exceptionnel. Okay. Il a fallu que l'électricité vienne, enfin pour... Et alors, donc, dans le village. Ouais. Donc, fin 97, j'étais fatigué. Et je peux comprendre, ouais. j'ai un copain qui était menuisier, parce que le pauvre Jean-Yves, qui faisait du bateau aussi. On se suivait soit dans les régates, soit des choses comme ça, mais bon, on se connaissait très bien. Hein. Il est venu jusqu'à la Guadeloupe. Il a quand j'avais besoin dans la maison pour faire le problème de bois, c'est lui que je prenais. Hein. Donc un jour, je lui dis, écoute, je suis fatigué, je peux plus. Est-ce que tu peux me terminer le bateau? La cuisine. La cuisine, c'est pour ça que tous les arrondis, tous les trucs qui sont finis. Le formica, tout ça. Il m'a dit, pas de problème, je termine mon chantier, après je suis à toi. Ça, généreux. Ah ouais, oui. Alors, il y a eu lui, et puis il y en a eu un autre, c'est JPP, Pierre Perrier. Lui, c'était un tapissier. Il nous a fait tous les matelas. Il était beau quand il est parti, ah oui, il y avait des suivis en Alcantara et tout ça. C'était beau. Ça sert à rien en fait. Il venait prendre les mesures, il travaillait chez lui. Et puis, on a continué, quoi. Et à Saint-Nazaire, avant de mettre le bateau à l'eau, il y avait 5 camping-cars. Tous les dimanches. Tous les dimanches. C'était tous les copains qui étaient là pour me donner un coup de main pour terminer le bateau. Ok. Donc voilà en gros l'histoire. Et quand le bateau est parti de son support du chantier, là on l'a construit, au moment où la grue le soulevait, il y avait encore la couturière à l'intérieur du bateau en train d'être... Il faisait les derniers jours. Jusqu'au bout. Elle avait laissé des aiguilles. Attendez, je suis là. Ah oui. Et elle avait laissé des aiguilles d'ailleurs. Oui. Ah oui, d'accord. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tout le monde dessus, quoi. Et donc il a été maté à Saint-Nazaire. Alors là, il y avait tout le monde, ça a été une fête. Là, vous avez on a fait un baptême. Et là, je peux te dire, il y en a un. Ouais. Non mais avant, le bateau était à l'intérieur, il était tout bien, impeccable. Oui, mais les affaires maritimes étaient quand même venues avant vérifier. Non, c'est après. Et là, je suis monté dans le bateau, j'ai tout ouvert. J'ai tout foutu en bazar à l'intérieur, j'ai tout ouvert. Et la grue est arrivée, on a commencé à faire ça. Hein, c'était... Alors j'allais de l'avant à l'arrière, partout, je regardais partout. Pas de fuite, rien. C'était bon. Parce qu'il y en a des boulons, hein. Oui, bien sûr. Là, et tout le monde a crié. Et les comment ça s'appelle, les fuites aux soudures et tout. Ça arrive. Même elles avaient été vérifiées quand même, toutes les soudures. Ouais. Magnifique. Donc je suis avec Mireille et Henri Jacques, donc, qui étaient les propriétaires de Mikiri là, avant que je le rachète. Et voilà, ils nous ont fait le plaisir de nous partager leurs expériences de la construction de ce bateau et du voyage pour ramener Mikiri en Polynésie. Merci beaucoup, c'était très sympa. Je pense que c'est une histoire qui va en étonner plus d'un, quoi. Plus d'un et plus d'une. J'espère que vous avez bien kiffé cette petite vidéo. Si jamais vous êtes intéressé pour connaître toute l'histoire de Mikiri, donc qui était l'ancien nom du bateau que j'ai acheté, je vous mets un lien SoundCloud où vous aurez tout le récit qui dure une quarantaine de minutes de la part de Henri et de Mireille. Merci encore à eux pour le temps qu'ils ont consacré sur ce récit et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!